Dans cette conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et François Peyotte, FP, ils discutent de la similitude des événements historiques qui se répètent dans le temps. Ils donnent l'exemple des assassinats de deux présidents américains, Abraham Lincoln et John F. Kennedy. Les deux présidents étaient engagés pour les droits civiques des Noirs, ont perdu des enfants pendant leur mandat et ont été tués un vendredi en présence de leur épouse. Ils soulignent également des similitudes entre les assassins, John Wilkes Booth et Lee Harvey Oswald, tous deux sudistes favorisant des idées impopulaires. Les deux assassins ont également été tués avant leur procès, malgré une forte protection policière. BDM explique que ces événements sont créés à partir de l'invisible pour amener l'homme à se réconcilier avec des dimensions de vie qui ne sont pas soumises aux lois de la logique. Il affirme que l'homme est prisonnier de sa troisième dimension et de son orgueil, et qu'il doit accéder à une autre dimension pour comprendre la juxtaposition des événements d'un point de vue créatif. Il conclut que le hasard n'existe pas et que les événements sont programmés pour permettre à l'humanité d'évoluer vers un consensus plus universel de la réalité. La thèse de l'historien Jean-Charles Pichon, selon laquelle l'histoire se répète et que les événements et les personnages se répètent tous les 2000 ans, est intéressante mais doit être nuancée. Selon la vision du cycle historique de la planète et des nations, il existe en effet un cyclisme qui fait que les hommes doivent vivre une sorte d'épuration graduée au cours des grandes époques. Cela force les hommes à reprendre le rythme ou le visage historique d'antan pour corriger les abus antérieurs et améliorer le processus historique. Cependant, cette répétition historique n'est pas réelle au sens où les Américains ne sont pas une réincarnation de Rome sur le plan de l'esprit de la nation. Les Américains sont en réalité influencés par les Atlantes sur le plan de la conscience spirituelle. Mais sur le plan cyclique, astrologique et historique, il y a une sorte de répétition dans les événements et les pouvoirs politiques, économiques et sociaux. Ainsi, on peut dire que les Américains représentent les Romains dans le cycle historique. Il faut cependant distinguer les cyclismes majeurs des cyclismes mineurs. Les cyclismes mineurs sont moins importants et ne doivent pas être interprétés comme la réincarnation d'une ancienne nation, mais plutôt comme une évolution des âmes dans un contexte différent. Par exemple, l'Amérique d'aujourd'hui a pour fonction de rapatrier les individus dans le monde qui ont été soumis historiquement à des dictatures politiques monarchiques. L'Amérique a renversé les systèmes monarchiques pour créer une nouvelle façon de permettre à l'individu d'avoir une vie plus libre. En Europe, en revanche, même sous le communisme ou le socialisme, cette liberté n'a pas été atteinte. Le communisme a créé un monstre similaire au système monarchique avec un parti et un politburo russe qui a une grande puissance d'intervention sur l'individu. C'est pourquoi il y a une antipathie envers le peuple américain, qui est perçu comme puissant et influent dans le monde. Cependant, c'est justement grâce à ce peuple que certains individus dans le monde peuvent trouver un refuge et se réconforter dans une constitution qui représente la plus grande activité occulte mentale et créative. Cette constitution, transmise par les pères fondateurs comme Jefferson, offre finalement à l'humanité une opportunité politique et sociale. Dans cette discussion, il est mentionné que l'humanité est en train de vivre une transformation profonde tant sur le plan individuel que collectif. Il est souligné que la vie est un processus en constante évolution et que les cycles historiques ne sont pas une création définitive mais plutôt des mécanismes qui semblent figés. Cependant, il est affirmé que l'évolution de l'homme va au-delà de cette notion de cycle et qu'elle est liée au développement d'une conscience supramentale, permettant une connaissance, une perception et une compréhension plus élevées. Il est également suggéré que l'intelligence supramentale sera capable de surpasser la logique et de transformer les paramètres mathématiques et logiques de la conscience. Grâce à cette conscience supramentale, l'individu pourra comprendre les mouvements de l'histoire d'une manière différente. Sur une progression animique et évolutionnaire plutôt que sur un cycle. Cette évolution de la conscience individuelle est comparée à la réincarnation, qui est considérée comme un cycle lié à l'involution et qui serait appelé à disparaître. En somme, il est soutenu que l'intelligence supramentale est ce qui permettra de se libérer de la cyclologie de l'histoire et de la réincarnation individuelle. L'auteur explique que lorsque l'homme atteindra un niveau de développement mental suffisamment intense, il pourra se dissocier de la mémoire et donc mettre fin au processus de réincarnation. Il passera alors d'une vie centrée sur le plan matériel à une vie dans le plan éthérique, qui est son véritable habitat naturel sur Terre. Ce changement permettra à l'homme de devenir une continuité de conscience et de se libérer de la perte de conscience lors de la mort. L'auteur souligne également la différence entre l'être humain, qui est un animal intelligent issu de l'involution, et l'homme, qui est un esprit matérialisé et qui est beaucoup plus que cela.
L'homme nouveau ne pourra pas se dissocier psychiquement de sa nature universelle et vivra dans des dimensions qui lui permettront de s'associer avec d'autres intelligences cosmiques. La métamorphose de la planète correspond à l'avènement de l'homme nouveau, mais n'est pas une condition nécessaire pour ce changement. Le plan matériel de la planète est organisé et développé de manière à pouvoir exister pendant une longue période de temps, à moins que l'homme ne commette une erreur. Ce texte aborde le sujet de la conscience de la Terre et de la possibilité pour l'homme d'infuser conscience dans tous les règnes de la vie, de l'atome à l'homme lui-même. L'auteur explique que cela permettra de créer une nouvelle Terre, un paradis terrestre activé par une réorganisation systématique de la conscience cellulaire de l'homme. Il souligne également la nécessité pour l'homme de se libérer de la logique mentale inférieure et des forces psychiques qui influencent sa pensée. Il affirme que l'homme pourra accéder à une nouvelle vibration mentale lui permettant de comprendre l'événementiel futur de l'humanité. L'auteur critique les métaphysiques orientales en les qualifiant de spirituelles mais sans valeur cosmique supramentale. Il explique que l'homme conscient transcende le besoin de penser pour acquérir la connaissance et que la philosophie orientale reste limitée par des concepts figés. Enfin, il affirme que l'homme universel n'a pas besoin de tendre vers quelque chose, car il est déjà universel en lui-même. Selon Bernard de Montréal, l'évolution ne se limite pas seulement aux nations planétaires, mais aussi aux nations archétypes, qui sont des intelligences ayant transcendé le corps matériel. Il souligne que l'utilisation de termes pour définir la nature du réel crée une illusion et une souffrance pour l'homme, car il est confronté à une émotivité attachée à ces termes. Il aborde ensuite le concept d'antitemps, qui existe dans l'espace antimatériel et fait partie de la conscience de l'homme. L'esprit, lui, est en dehors du temps et est antimatériel. La pensée est la source du temps et crée le temps, tandis que l'esprit est en dehors de cette temporalité. Cependant, l'homme involutif, en raison de la lenteur de sa pensée et de la densité de son mental, doit passer par une phase d'initiation pour se détacher du concept de temps et éventuellement vivre d'une pensée prépersonnelle et télépathique. La notion de temps est un problème pour l'homme, car elle est liée à l'esclavage psychologique de l'ego. En comprenant les lois de la pensée et de l'esprit, l'homme conscient pourra se libérer du temps et de la souffrance qui en découle. Bernard de Montréal observe également que les jeunes enfants n'ont pas souvent une préoccupation du temps, car ils ont une conscience d'immortalité jusqu'à ce qu'ils soient conditionnés et prennent conscience de l'existence. Lorsqu'un enfant est jeune, il n'a pas de pensée conditionnée par la temporalité, mais il a néanmoins un lien avec le plan astral et un contrat avec son âme. Cependant, il ne porte pas de responsabilité et donc le temps n'a pas d'importance pour lui. Mais dès qu'il commence à avoir des responsabilités, à aller à l'école, à avoir des devoirs, il devient conscient du temps qui passe. L'homme est spécialiste du temps, mais il n'est pas capable de vivre dans une conscience qui échappe au temps, à l'esprit ou à l'intelligence. Cela est peut-être dû au fait que nous vivons dans le temps physiologique, où nous constatons que nous vieillissons. Cependant, la preuve matérielle de notre vieillissement n'a rien à voir avec la réalité de l'esprit. Si nous étions conscients et avions une foi universelle, nous ne souffririons pas du temps. Le temps est la souffrance de l'âme et de l'homme. Les âmes dans le plan astral souffrent du temps, et pour nous, le temps est l'espace. Nous souffrons du temps à cause de notre relation psychique avec le monde de la mort et de notre incapacité à donner à notre créativité la dynamique que nous désirons à cause des forces astrales en nous. Si nous étions conscients et en harmonie avec notre réalité, nous ne souffririons pas du temps et le concept de la mort n'existerait pas. Cependant, il est nécessaire d'accéder à l'éther pour vérifier pleinement cette réalité, ce qui nécessite la construction de la réalité mentale de notre intelligence supérieure. Lorsque nous avons vu quelque chose, nous n'avons plus de doute à ce sujet. Cependant, ce n'est pas parce que nous avons vu quelque chose que tous les doutes disparaissent. Pour que le corps se transmute et que l'homme puisse passer du matériel à l'éthérique, il doit y avoir une conversion complète de sa façon de penser. La façon de penser de l'homme oriental est plus souple et raffinée dans sa métaphysique que celle de l'homme occidental. Cependant, ils sont tous les deux piégés par les mêmes choses, le piège de l'homme occidental est la logique et le matérialisme, tandis que le piège de l'homme oriental est la spiritualité. Être en Orient ou en Occident présente ses propres problèmes. L'homme nouveau, l'homme supramental, sera une synthèse de l'Occident et de l'Orient. Cependant, il ne s'agit pas simplement de combiner les aspects inférieurs des deux, mais plutôt de les transmuter et de les éliminer complètement de la conscience du troisième. Il est important de noter que la synthèse ne consiste pas à simplement réunir la religion et la science, mais à les dépasser.
Lorsque l'homme aura dépassé les contraintes psychologiques, philosophiques, historiques et métaphysiques de la religion et de la science, il atteindra une nouvelle conscience qui lui permettra de voir ces concepts comme des jeux pour les enfants. L'auteur affirme pouvoir travailler avec le temps et planifier à l'avance en raison de son expérience télépathique. Il vit une communication télépathique qui lui permet de recevoir des informations sur le moment où il doit commencer certaines tâches. Cependant, il met en garde contre le contact télépathique avec l'astral, qui est le monde des entités où règne le mensonge et la dissimulation. Il estime qu'il y aura de plus en plus d'êtres humains sur le plan matériel qui pourront résister aux entités dépersonnalisées et qu'ils commenceront à comprendre les lois de l'intégration et de la fusion. Cela les aidera à empêcher les entités de leur mettre des bâtons dans les roues. L'homme, dans sa quête d'évolution et de conscience, doit comprendre les lois de l'esprit, de la vie, de l'intelligence et de la pensée. Par cette compréhension, il pourra évoluer rapidement et se libérer de l'influence du monde astral et de la mort. Il ne connaîtra plus de conscience égoïque, mais sera libre d'une manière absolue, dépassant même le concept illusoire du libre arbitre. La liberté de l'homme s'étend jusqu'à la composition totale de sa conscience en relation avec l'organisation des plans cosmiques, jusqu'à la complète intégration de son moi cosmique sur Terre. Pourtant, les hommes, bien qu'ayant une certaine affinité pour la liberté, ont du mal à la définir, car ils l'ont toujours appréhendée à travers leurs conditionnements mentaux. Mais lorsqu'ils seront réellement libres, ils pourront comprendre l'immortalité de leur conscience, la réalité des plans invisibles et les enseignements des entités par programmation. Les mystères n'existeront plus, car l'homme lui-même est esprit et cosmique, et la totalité de son organisation psychique est prévue dans sa composition cellulaire. Ainsi, il n'y a pas de limite à ce que l'homme peut être et accomplir dans le cosmos. La liberté implique le respect de soi-même et des autres. Elle est une capacité pour l'homme de se rendre disponible à la vie, et vice-versa. L'ego agit comme une lentille à travers laquelle nous percevons la réalité, mais il ne faut pas confondre l'ego avec la véritable essence de l'homme. La personnalité, quant à elle, est une illusion basée sur les impressions accumulées dans notre mémoire. Vivre de l'intelligence consiste à se détacher progressivement des mensonges de l'ego et à écouter nos pensées de manière critique. Selon Bernard de Montréal, la pensée n'est pas simplement un phénomène terrestre, mais plutôt un phénomène cosmique. Il affirme que la pensée naît dans l'esprit humain avant de se manifester dans le cerveau et devient ainsi égoïque et personnelle. Il critique la philosophie française pour avoir développé cette idée, que Descartes a exprimée avec sa célèbre phrase « Je pense, donc je suis ». Cependant, Bernard de Montréal soutient que la pensée évolue et que l'homme découvrira un jour que la pensée est un phénomène cosmique qui doit être perfectionné dans l'esprit humain pour atteindre la perfection. Selon lui, cela fait partie de l'évolution de l'homme vers un état de conscience supérieur.